Le revenu de base ne signifie pas davantage d'argent pour chacun. Il ne vient pas d'en haut. Il ne s'ajoute pas. Il se développe à l'intérieur du revenu existant. Le revenu du travail diminue, mais le revenu total ne change pas. Ce qui change, c'est sa composition. Le revenu de base est un autre genre de revenu. Ce n'est pas un salaire minimum. Ce n'est pas le paiement de quelque chose. Ce n'est pas un revenu lié au travail. Tous ceux qui sont à l'heure actuelle tributaires de l'aide sociale ne le seraient plus avec le revenu de base, car ils remplaceraient les prestations sociales de l'État, jusqu'à hauteur de son montant. Ce n'est que dans le cas où des prestations sociales plus élevées que le revenu de base seraient nécessaires, que la différence serait conservée. Seuls ceux qui ont aujourd'hui moins que le revenu de base auraient davantage d'argent en poche. Il s'agit d'abord des enfants et des jeunes, autrement dit des familles, ou alors des personnes ayant une retraite insuffisante. Il s'agit des travailleurs pauvres ou des indépendants qui s'appauvrissent en travaillant. Le revenu de base éradique la pauvreté, et il stabilise les classes moyennes en les rassurant. Il supprime la peur des vieux jours. Ce n'est pas de l'argent que les uns donnent aux autres en leur faisant mauvaise conscience. Ce n'est pas une aide octroyée quand on est dans le besoin, et dont on se sent redevable, mais une perspective. Comment organiser cela dans une société? Le cercle représente la création de valeur dans une économie nationale. Plus celle-ci est productive, plus le cercle grandit. Par création de valeur, on entend la somme de tous les biens et services produits et vendus dans le pays pendant une année. Cette création de valeur se compose d'une partie publique et d'une partie privée. La moitié environ de la valeur créée va à l'État par le canal des impôts et autres prélèvements obligatoires. De cette manière, nous payons nos écoles, notre police, nos prestations sociales, ainsi que tous les services assurés par l'État. Ce sont des prestations qui ne sont pas à la charge de l'individu, mais que nous voulons financer en commun. Des prestations qui font l'objet d'un mandat démocratique. En Suisse, pour l'année 2005, cette quote-part de l'État représentait 36%. En Suède, 56%. En Autriche, exactement la moitié de la valeur créée dans le pays. En Allemagne, 47%. Qu'en serait-il avec le revenu de base? Pour tous les salaires versés par l'État, le revenu de base ne signifierait qu'une autre manière de verser l'argent. Car l'État obtient déjà l'argent par l'intermédiaire des impôts. Aujourd'hui aussi, c'est avec l'argent des impôts que l'État paie ses employés, les fonctionnaires et les ayants droit des prestations de transfert. Pour tous ces revenus, le paiement d'un revenu de base ne demanderait qu'un changement dans la comptabilité. Pour les revenus privés, l'argent pour le revenu de base n'est pas encore dans les caisses de l'État. Il faut d'abord qu'il arrive à l'État par voie fiscale, avant d'être distribué sous forme du revenu de base. La quote-part de l'État augmente alors sensiblement. Cela signifie-t-il encore plus d'État? Non. Cela signifie moins d'État, moins d'inquisition, moins de mise sous tutelle, moins d'administration. L'État ne joue qu'un rôle d'intermédiaire, de fiduciaire et de garant du droit au revenu de base. Mais les impôts vont augmenter. De quel impôt pourrait-il s'agir? Si deux produits de même prix demandent plus ou moins de travail humain, l'impôt sur le revenu n'est pas le même. Dans un cas, il y a beaucoup d'impôts à payer, et dans l'autre, il y en a peu. Comme les machines ne touchent pas de salaire, leur travail est largement exempté d'impôts. En tant que plancher de taxation, le revenu de base apparaît dès lors comme une suite logique de la TVA. Voilà comment se présente l'impôt perçu en une fois sur le prix du produit fini. Et comment il se présente quand il est perçu tout au long de la fabrication du produit. Les frais de salaire représentent alors la moitié du prix. À droite, ils ne comptent plus que pour un quart. À gauche, les salaires exercent une grande pression sur les coûts, parce qu'ils en représentent une grande partie. On licencie plus vite. On intensifie le travail jusqu'aux limites du supportable, et il n'y a pas de marge pour essayer autre chose. À droite,
il y a moins de stress, plus de marge de manœuvre pour s'adapter aux fluctuations, voire engager un collaborateur de plus. C'est ainsi que la TVA exerce ses effets sur le travail. Le revenu de base va dans la même direction. Une partie du revenu de base est déjà couverte par l'impôt existant. L'autre partie, comme nous l'avons vu, fait certes augmenter l'impôt, mais revient à chacun à travers le revenu de base, y compris à ceux qui travaillent en amont, dans la production de biens intermédiaires ou dans des travaux d'infrastructure. L'impôt ne frappe que le produit fini, lorsque celui-ci est entre les mains du consommateur. Voici donc la composition du prix du café au lait lorsqu'il est servi au consommateur. Le tiers inférieur, les salaires, les marchandises et les infrastructures. Le tiers médian, le revenu de base. Et le tiers supérieur, les autres prestations des administrations publiques. Du reste, tous les prix sont des revenus. Le tiers inférieur représente les revenus de ceux qui sont directement engagés dans la création de valeur. Le tiers supérieur représente les revenus des personnes qui travaillent à l'établissement des conditions cadres ou exercent des fonctions publiques. Le tiers médian est le prix du revenu de base pour tous. Dans ce restaurant, la charge salariale ne correspondrait plus à la moitié des coûts, mais à environ 1/6. Les collaborateurs et collaboratrices disposeraient néanmoins d'un revenu égal, à gauche, après déduction des impôts, et à droite, en comptant le revenu de base. Et le prix du café au lait est resté le même. Le revenu total reste le même. En même temps, son inconditionnalité devient une évidence. Faisons un rapide calcul. Admettons que le revenu de base soit fixé à 1000 €, une somme due à chacun, au titre de plancher de taxation, et versée indépendamment des revenus. Celui qui ne gagne rien de plus dispose de 1000 €. Les autres ont en plus leur revenu privé. Celui qui reçoit un salaire de 500 € aurait alors un revenu total de 1500 €. Avec un salaire de 1000 €, on obtient un revenu total de 2000 €, etc. Dans cet exemple, chacun reçoit le revenu de base de 1000 € comme s'il s'agissait d'un retour d'impôt. Quels seront alors les impôts que l'on paiera? Si l'imposition du travail disparaît, et si tout l'impôt est prélevé par la TVA sur le résultat de la création de valeur, le taux de celle-ci se situera vers 100%. La moitié du prix à la consommation ira alors au fisc. En payant un produit 10 €, on paye 5 € d'impôt. Celui qui dépense 1000 € paye 500 € d'impôt. Mais comme il a reçu 1000 € du fisc pour son revenu de base, en réalité, il paie moins 500 €. Plus exactement, il touche 500 € de l'administration fiscale. De même, sur les 1500 € dépensés par un autre, la moitié, soit 750 €, va au fisc. Comme il a droit lui aussi à ses 1000 € de revenus de base, il ne paie en fait que moins 250 €. C'est-à-dire qu'il reçoit 250 €. Une dépense de 2000 € contient 1000 € d'impôt, l'équivalent du revenu de base. Ce consommateur n'a donc rien payé ni reçu du fisc. En réalité, ce n'est qu'à partir d'une dépense supérieure au double du revenu de base que le consommateur est imposé. Ainsi, une consommation de 3000 € contiendra 500 € d'impôt, etc. Autrement dit, si on tient compte du revenu de base, le plancher de taxation réel se situe à 2000 € de revenus consommés. À partir de ce niveau, le taux d'imposition de ce revenu est progressif. Pour 3000 € de consommation, ce taux est de 17%. Pour 5000 €, il monte à 30%. Pour des revenus consommés plus élevés, le taux peut aller jusqu'à 50%. Du côté négatif, dépenses en dessous de 2000 €, la progression est analogue. Avec le revenu de base, la progressivité sociale du taux d'imposition de la TVA serait assurée, et surtout efficace. Le revenu de base introduit alors l'égalité dans la négociation du salaire.
Il donne plus de poids à ma propre conception du travail et permet une réelle collaboration. Et peut-être qu'il faudra que l'employeur me paie un peu plus. Il s'ensuivra pas mal de changements dans la culture d'entreprise. Quel est le montant des revenus du travail? Cela fera l'objet d'une nouvelle négociation. Cette négociation présente de nombreuses facettes. Si dans une famille, seul l'un des partenaires ramène un salaire, les enfants ne rapportant que des allocations, alors l'autre partenaire a un revenu par son conjoint. Et les enfants aussi. Le revenu de base, à hauteur de son montant, casse la relation entre revenu et appartenance à l'entreprise, ou à la famille. Ainsi, la démocratie parvient dans sa totalité jusqu'à l'individu. Le revenu de base est un facteur d'émancipation. Plus d'égalité dans la famille et plus de chances sur le marché du travail. Willy et Hans sont des collègues dans la même entreprise. Ils ont le même travail et le même salaire. Nous sommes en Suisse, et avec 10 000 francs, on peut vivre bien. Encore cela dépend-il du nombre de personnes qui doivent en vivre. Hans a une famille, une femme et 2 enfants. En admettant qu'en Suisse, le revenu de base se monte à 2 500 francs, et que les enfants en touchent la moitié, la famille toucherait le revenu de base de Hans, de sa femme et des enfants, soit un total de 7 500 francs. Auparavant, Hans devait gagner 10 000 francs, et maintenant il peut aller travailler pour un salaire de 2 500 francs. Le revenu de la famille reste le même. Willy vit seul. Ah oui, il a un chien, mais les chiens ne touchent pas de revenu de base. Avec son revenu de base, il a le même revenu total s'il travaille encore pour 7 500 francs. Conclusion. Maintenant, Hans est clairement avantagé sur le marché du travail. Car ayant une famille, il a un revenu de base important et bénéficie ainsi d'un pouvoir de négociation plus fort, sans que sa famille n'ait à en faire les frais. Comment va se passer la négociation des salaires? Il est illusoire de croire que des rémunérations complètement différentes puissent être versées pour un même travail. Il ne sera pas possible que le montant du salaire s'oriente exclusivement vers celui de Willy ou vers celui de Hans. Quelque chose de nouveau va en résulter. Le niveau de salaire se situera quelque part entre les deux, c'est-à-dire vers 5 000 francs. Même entreprise, même travail, même salaire. 5 000 francs pour Willy, comme pour Hans. Mais Hans, avec sa famille, reçoit alors davantage qu'aujourd'hui, et Willy, malgré tout, un peu moins. À côté de la création de valeur mesurable en argent, il y a une autre création de valeur qu'on ne peut pas comptabiliser. La création de valeur bénévole, sociale, culturelle ou humaine. Avec l'introduction du revenu de base, cette création de valeur non rémunérée prendrait de l'ampleur. Par exemple, dans la santé, les soins donnés par dévouement, ou encore l'activité spirituelle, le temps consacré aux autres, une formation qui valorise, la libre recherche dans tous les domaines de la vie et une liberté d'entreprise pour créer des impulsions nouvelles. Des activités qui ne se laissent ni rationaliser, ni rémunérer. Le revenu de base nous laisserait du temps pour nous poser la question du sens de la vie. L'activité consacrée à créer de la valeur marchande irait-elle pour autant en diminuant? C'est possible, si l'on ne travaille que 2 jours par semaine pour se consacrer le reste du temps à une grand-mère qui d'ailleurs touche aussi un revenu de base. Avec l'automatisation généralisée que nous avons aujourd'hui, cela ne provoquerait pas une baisse de la production. Sur la base d'une société plus saine, plus sereine, plus sûre d'elle et plus imaginative, bien des choses trouveraient une nouvelle valeur. Des projets qui restent aujourd'hui dans les cartons deviendraient alors réalité. La dynamique économique en sortirait renforcée, ainsi que la création de valeur mesurable en argent.